réalisé un travail scientifique intitulé Les complexes lésions de cuivre des zinc 2 avec le diéthylphényl N-sulfamoïde, amine, méthylphosphonate, synthèse, caractérisation, étude par DFT M11 pour la 11 et doctrine moléculaire. Ce travail a été réalisé donc, sous la direction scientifique du professeur Mekil Qadri. Vous avez 30 minutes pour exposer l'essentiel de vos travaux devant le jury ici présent, composé de, à ma gauche, Mme Bouchel et Mme Marjem, et à ma droite, M. Saïdid et M. Qadri. Vous pouvez commencer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers invités, bonjour. Avant tout, je vous remercie, honorable professeur, d'avoir accepté d'évaluer mon travail et permettez-moi d'exposer devant vous l'essentiel de mon projet de fin d'étude qui s'intitule Les complexes des ions de cuivre de zinc avec le diéthylphényl N-phénylsulfamoyl aminométhylphosphonate, synthèse, caractérisation, étude par DFT M11 et doctrine moléculaire sous la direction du professeur Qadri. Le plan de mon exposé est structuré comme suit. On commence par une introduction générale sur les complexes de coordination, les phosphonates, les amides de phosphonates, les sulfonamides de phosphonates et leurs différents domaines d'application. Ensuite, on propose une synthèse et caractérisation des complexes de cuivre et de zinc à base de sulfonamides de phosphonates. Après, on a utilisé les calculs obtenus théoriquement pour déterminer les structures géométriques des complexes étudiés. Puis, une étude de docking moléculaire a été effectuée pour prédire les interactions entre nos molécules et l'Escherichia coli candida albicans. On termine par une conclusion générale et des perspectives pour améliorer le travail au futur. La chimie de coordination a fait l'objet de nombreux travaux au cours de ces dernières années, vu leur vaste champ d'application dans plusieurs domaines tels que l'optique, le magnétisme et le textile ou l'industrie. La notion de la chimie de coordination a été introduite pour la première fois à la fin du 19e siècle par le chimiste Alfred Wernher. Il a constaté que le groupe fonctionnel sur l'ion métallique n'est pas forcément égal à son degré d'oxydation. Il a trouvé que le complexe, le nombre d'ions entourés, le cobalt plus 3, les 6NH3, dans le complexe de cuivre hexaaminé, occupe une structure, une géométrie octaédrique. De nombreux médicaments ont été développés dans plusieurs domaines, comme des médicaments anticancéreux. Ils jouent le rôle des composés coordonnant des éléments tels que le cuivre, le nickel et le zinc. Le complexe de cuivre plus 2 sont les plus utilisés et ils ont eu une attirance considérable car ils sont utilisés contre plusieurs maladies telles que la tuberculose, l'ulcère gastrique, le cancer, etc. Les complexes de zinc aussi sont synthétisés et sont utilisés comme, en tant qu'antibactériens et antipolludiens. Les organophosphonates occupent une classe de composés très importante vu leurs différents domaines d'application. Les phosphonates sont des analogues des phosphates naturels, mais ils ont des différences biologiques dans les propriétés chimiques et biologiques. Ils sont utilisés en biologie en tant qu'herbicides, insecticides, fongicides, en médecine comme antibactériens, antivirales, antitumorales et anti-inflammatoires. Ils sont utilisés aussi dans l'industrie textile, la fabrication du papier. Les phosphonates ont été synthétisés pour la première fois en 1865 par le chimiste russe Alexandrovitch, mais c'est en 1950 que ces propriétés ont pu exploiter.
les amidophosphonates. Les amidophosphonates sont des intermédiaires très utiles en synthèse organique. Le groupe amido est en position alpha ou bêta ou gamma dans les phosphonates. Les molécules possédant un groupe amidophosphonate ont un large champ d'activité tel que l'activité antibactérienne, antibiotique, herbicide, etc. Au cours de ces dernières décennies, les molécules contenant les deux motifs phosphonate et sulfonamide ont eu un regain d'intérêt car ils ont des propriétés intéressantes en médecine, agriculture et activités biologiques diverses. Ils sont utilisés en tant qu'agents anticancéreux, antivireux, antibiotiques, anti-inflammatoires et aussi herbicides. Dans le cadre de cette thématique, on propose de synthétiser le complexe de cuivre et de zinc à base de diéthylphényl, N-phénylsulfamoyl, aminométhylphosphonate, caractériser et prédire la structure géométrique de notre molécule expérimentalement et par étude théorique, et prédire des interactions par docking moléculaire. On commence par la synthèse des complexes. La procédure de synthèse des complexes de zinc et de cuivre est décrite sur le schéma suivant. Une analyse élémentaire pour les complexes obtenus a été effectuée. On a caractérisé les complexes obtenus en deux phases, phase liquide et phase solide. En phase liquide, on a traité les résultats obtenus à part spectrophotométrique UV visible. On a calculé les constantes de stabilité, on a tracé les diagrammes de distribution des espèces et on a déterminé les grandeurs thermodynamiques. En phase solide, on les a caractérisés par infrarouge, RMN et mesure du moment magnétique. On commence par l'état liquide. Caractérisation par UV visible. Le tétrage spectrophotométrique des deux solutions a été obtenu à partir de la préparation de deux solutions, une à 10-3 molaires pour le ligand et une autre à 10-4 pour les ions métalliques, cuivre et zinc. Les spectres obtenus sont mentionnés dans la figure suivante. D'après la figure et les spectres obtenus, on remarque l'apparition de deux bandes, une à 226 nanomètres et une autre bande large entre 270 et 280 nanomètres, ce qui confirme la formation du complexe. Le traitement des résultats obtenus nous a permis de calculer les constantes de stabilité. Ces résultats ont été mentionnés dans le tableau. D'après les résultats obtenus, on remarque que les complexes de stoichiométrique 1-2 sont beaucoup plus stables que les complexes 1-1. De plus, les complexes de CU sont plus stables que les complexes de ZN. Et les constantes de stabilité ont été calculées par le logiciel HyperQuad Simulation and Dissipation. Le diagramme tracé indique que les composés de rapport 1-2 sont respectivement formés par réaction successive aux dépens des complexes 1-1 par déplacement des complexes. Le calcul des constantes de stabilité nous a permis de déterminer les grandeurs thermodynamiques. Ces grandeurs sont mentionnées dans le tableau. D'après ces résultats, les réactions de formation de complexes étudiées sont exothermiques et elles sont toutes thermodynamiquement favorables. En phase solide, on commence par l'infrarouge. Les spectres infrarouges fournissent beaucoup d'informations sur la complexation. D'après les deux spectres, on remarque que dans le spectre du ligand, il apparaît une bande nette à 3292 a apparu. Elle contribue à la vibration de NH. Cette bande a décalé à 3279 cm-1 dans le spectre du complexe. Une autre bande à 1239, elle est contribuée au PO et détectée à 1239 pour le ligand.
et elle a été décalée à 1292 dans le spectre du complexe. Dans le spectre de complexe, on remarque l'apparition de deux nouvelles bandes, une à 546 et une autre à 525. Elles correspondent respectivement à MO et MN. Le spectre de Raman fournit des valeurs de déplacement chimique des protons. On remarque qu'une valeur de 6,46 de déplacement chimique de 6,46 ppm pour les ligands libres. Cette valeur a été observée à 6,75 ppm pour le complexe de zinc. Ces vibrations des déplacements chimiques confirment l'interaction des protons du amine, du sulfonamide qui ont participé à la complexation. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir l'aramine du complexe de cuivre à cause de ses propriétés paramagnétiques. Les mesures du moment paramagnétique pour le complexe de cuivre ont été obtenues à température ambiante. Les valeurs expérimentales de U efficace trouvées ont été de 1,78 bm, indiquant que le complexe de cuivre a une configuration électronique D9 à spin élevé qui est conforme à l'état d'oxydation formelle plus 2 du complexe. De plus, le U efficace révèle le caractère paramagnétique du complexe à géométrie tétraédrique autour du cuivre plus 2. Sur la base des résultats obtenus par infrarouge, Raman et mesure du moment magnétique, les structures proposées sont celles décrites sur la figure 16. Étude théorique du ligand libre et des complexes par modélisation moléculaire. On a optimisé le ligand libre, les complexes de cuivre et de zinc. On a déterminé les vibrations par fréquence, les bandes d'absorbance par TDDFT et on a calculé l'analo, l'MBO et le QTAM. On commence par l'étude théorique du diéthylphényl N-phénylsulfamyl aminométhylphosphonate. Le ligand, on l'a optimisé par DFT avec les 4 fonctionnels M06 de X, M11, B2 clip, D3, B3 lip, D3, BG. Et on a comparé les résultats obtenus avec l'expérimental sous la même base qui est 6311 plus GDP. Les résultats obtenus nous confirment qu'ils sont en accord avec les résultats expérimentaux obtenus par DRX. On a calculé la RMSE pour trouver la performance des 4 fonctionnels. D'après les résultats obtenus des 4 fonctionnels, on remarque que le M11 et le M06 de X donnent des résultats meilleurs que les autres fonctionnels. On a comparé aussi les valeurs de fréquence de vibration expérimentale du ligand avec ceux obtenus théoriquement avec les 4 fonctionnels. On a trouvé le RMSE de M11 à 131,34 et le RMSE de M06 de X à 120,25. D'après ces résultats, on confirme que la fonctionnelle M11 donne des résultats plus précis et exacts. Étude théorique des complexes par modélisation moléculaire. D'après l'étude précédente, on a trouvé que le complexe le plus stable est celui de stoichiométrie 1,2. Le ligand est coordonné avec l'ion métallique sous forme de bidenté avec les 2 molécules d'oxygène et d'azote. Les résultats des distances et des angles des 2 complexes sont mentionnés dans les tableaux. On a aussi comparé entre les spectres expérimentaux des complexes et ceux obtenus théoriquement par M11 6311 plus GDP. Les résultats obtenus confirment qu'ils sont en bon accord avec ceux obtenus expérimentalement.
D'après les valeurs obtenues de l'MBO, on remarque que l'énergie entre l'ion métallique et l'atome d'azote sont plus élevées que celles avec l'ion métallique et l'atome d'oxygène. L'analyse du MBO indique que les deux paires isolées d'atomes d'oxygène et d'azote est celle qui est responsable des interactions importantes avec les orbitales antiliantes des ions cuivre et zinc. Les bandes d'absorbance, on a obtenu les bandes d'absorbance à 270 nanomètres expérimentalement. Théoriquement, on les a obtenues à 282 et 274 pour le complexe de cuivre et 269 et 268 pour le complexe de zinc. Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus expérimentalement. La figure suivante représente la surface du potentiel électrostatique moléculaire du dp simple et du complexe de cuivre. D'après la figure, pour les ligands libres, la couleur rouge à différentes nuances enveloppe les régions nucléophiles situées sur le groupe sulfonamide, d'une part, et sur l'atome d'oxygène porté sur le phosphore, d'une autre part. Par contre, pour le complexe métallique, la couleur rouge a disparu et le caractère nucléophile de ces parties diminue, indiquant l'interaction entre la molécule et les ligands, la molécule des ligands et l'ion de cuivre. On a calculé aussi les paramètres de réactivité chimique globale pour le ligand et les complexes métalliques. Les valeurs obtenues indiquent que la valeur d'électronégativité du ligand est supérieure à celle du complexe de cuivre et de zinc. Ces valeurs signifient que le ligand a une caractéristique d'acide de Lewis, tandis que le complexe a la caractéristique de base de Lewis. Le potentiel chimique, qui mesure la capacité des électrons d'un système à l'équilibre, décroît dans l'ordre suivant. Le potentiel chimique du ligand libre est inférieur à celui du zinc et du cuivre, et le potentiel chimique du complexe de zinc est inférieur à celui du complexe de cuivre. Une étude QTAM a été effectuée pour déterminer les interactions atomiques et moléculaires et surtout les liaisons d'hydrogène. La figure 25 représente les points critiques de liaison, le BCP, dans le complexe de cuivre. Les points critiques de liaison sont mentionnés en vert. Les plus significatifs obtenus avec l'approche QTAM apparaissent entre les atomes donneurs azote et oxygène et accepteurs l'ion métallique. On a aussi calculé les paramètres topologiques obtenus par analyse QTAM pour les complexes de cuivre et de zinc. D'après les résultats des paramètres topologiques, on conclut que l'existence des interactions de coordination, la force d'interaction entre les ions métalliques cuivre et zinc avec l'azote est plus élevée que celle avec l'oxygène, le caractère covalent des liaisons est dominant, les liaisons hydrogènes sont faibles. Une étude de l'approche du gradient de la densité a été faite pour déterminer les interactions non covalentes, liaison van der Waals, liaison d'attraction et l'effet stérique. Dans l'espace 2D qui se trouve sur la figure 27 à gauche, les liaisons attractives entre le N39 et le CU et l'oxygène 20 et CU étaient énergétiquement situées respectivement à moins 0,03 unités atomiques et moins 0,01 unités atomiques. La région des forces de Van der Waals établies entre les plans des deux molécules dp simple était indiquée par les pics au milieu de la courbe. Cependant, la région qui était caractéristique d'un fort effet stérique comprend 4 pics à 0,01, 0,016, 0,023 et 0,037 unités atomiques. Dans la représentation 3D qui se trouve à la droite sur la figure 27, les cercles bleus, verts et rouges indiquent respectivement les liaisons attractives, Van der Waals et les interactions répulsives. On a calculé les propriétés optiques non linéaires pour le ligand libre et ses complexes.
L'hyperpolarisabilité du ligand est 3 fois supérieure à celle du composé de référence, tandis que celle du complexe de cuivre est 6 fois supérieure. Ces résultats indiquent que le DP simple, et en particulier les complexes de cuivre, sont de bons candidats pour les matériaux analogues. Le docking moléculaire est une méthode empirique qui permet d'obtenir les modes d'interaction, les énergies, les sites actifs et aussi les résidus entre récepteurs et donneurs. On a utilisé dans cette étude les structures co-cristallines nécessaires. Et on a aussi utilisé les Escherichia coli et Candida albicans référencés en PDB1H1G et PDB1H1W. La structure obtenue par docking moléculaire, plutôt les structures obtenues par docking moléculaire sont stabilisées par les interactions d'hydrogène pour le ligand et les complexes de cuivre et de zinc. Le tableau suivant représente les interactions des liaisons hydrogènes entre les ligands et les résidus de récepteurs. On remarque que l'énergie pour ces composés diminue lors de la complexation. À partir des résultats obtenus, on conclut l'étude spectroscopique a été réalisée pour visualiser les interactions entre le ligand TP simple avec le cuivre plus 2 et zinc plus 2 et pour déterminer les constantes de stabilité et les grandeurs thermodynamiques des complexes métalliques. Les complexes à l'état solide les plus stables ont été caractérisés par analyse FTIR-RMN du proton, dans lesquels les changements significatifs dans les fréquences vibrationnelles de NH et PO et les déplacements chimiques des protons pour le NH et le CO le plus proche de PO sont en faveur des interactions ion-ligand. De plus, des mesures magnétiques et efficaces sur le complexe de cuivre plus 2 ont révélé que le complexe avait des propriétés paramagnétiques et une géométrie tétraédrique. Les performances des 4 fonctionnels d'échange B3-LIP D3-BJ, B2-PLIP D3, M06, 2X et M11 ont été évalués pour prédire les longueurs des liaisons, les angles des liaisons et les fréquences FTIR du ligand. Les résultats obtenus avec le meilleur niveau M11 6311 plus GDP étaient en bon accord avec les résultats expérimentaux. D'après l'analyse MBO, les transitions les plus importantes ont été observées entre les paires isolées des atomes d'azote ou oxygène et les orbitales D des ions métalliques. De plus, les interactions intermoléculaires ligand et intramoléculaires ligand et intermoléculaires ont été soumises à une analyse QTAEM. Les résultats obtenus suggèrent que les liaisons CUN, CUO, ZNN et ZNO sont datives et que les liaisons hydrogènes des complexes sont faibles. L'analyse des interactions non covalentes par analyse RDG montre que les complexes ont été stabilisés par des interactions de Van der Waals entre les plans des orbitales de ligand et par des liaisons datives entre les ions métalliques et l'atome d'oxygène et surtout l'azote. Les composés étudiés sont de bons candidats en tant que matériaux optiques non linéaires. Le docking moléculaire explique les interactions intermoléculaires qui influent sur l'affinité entre les imbiteurs et la cavité de la protéine et montre que les complexes de cuivre plus 2 et zinc plus 2 sont plus efficaces que le ligand libre. En perspective, nous souhaitons confirmer ce travail de recherche en réalisant une étude in vivo. Ceci nous permettra de voir les effets de ces substances dans tout l'organisme, synthétiser et caractérisation d'autres ligands et complexes, application de nouvelles techniques d'analyse computationnelle. Ces résultats ont fait l'objet d'une publication dans le journal de Molecular Structure. Merci pour votre attention. Merci, mademoiselle, pour votre exposé. Vous avez consommé environ 25 minutes, ce qui est formidable. Donc, l'exposé est agréable à suivre. Bon, vous avez consommé aussi votre temps
beaucoup plus aux résultats et à la discussion au détriment de la partie donc, bibliographique, ce qui, à mon avis, constitue une très bonne chose parce que vous avez préféré parler plus de ce que vous avez réalisé et votre approche, à mon sens, est tout à fait acceptable. Sans trop tarder, donc le jury ici présent, nous avons à ma gauche deux dames qui ont fait le déplacement pour vous, Madame Boucher de l'Université Tarf et Madame Barjem de l'Université de Tanaba. Et donc de l'Université de Guelma, à ma droite, il y a M. Sraidi et M. Qadri, votre encadreur. Donc je commence par les dames, à ma gauche, et je donne directement la parole à Madame Boucher. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Piquet pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens également à féliciter la candidate pour le brillant exposé. J'ai remarqué vraiment que vous avez utilisé un langage scientifique très simple et clair afin d'interpréter vos résultats obtenus. Néanmoins, la lecture de votre thèse m'amène également à faire quelques remarques. Donc, ma première remarque, c'est concernant votre résumé. Vous prenez le résumé. Donc, j'ai remarqué que vous avez directement commencé par votre résumé par la caractérisation de vos produits synthétisés, de manière que je la trouve un petit peu détaillée. Par contre, le résumé est permis à celui qui le conseille de prendre une idée générale sur les travaux réalisés de façon concise. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'être très descriptif et entrer dans les détails. Puisque le résumé, c'est la vitrine de votre travail. Dans ce cas, il faut montrer l'importance de votre travail et qu'est-ce que vous avez fait exactement par un ordre logique. C'est-à-dire, vous commencez par la synthèse, après la caractérisation et vous terminez avec l'étude théorique. Dans ce cas, je vous demande de refaire votre résumé. Commencez par que vous avez synthétisé de nouveaux complexes organométalliques à la base d'un ligand organique de type sulfonamide phosphonate. Vous pouviez également citer la technique utilisée. Est-ce que vous avez utilisé une méthode conventionnelle ou bien une nouvelle méthode alternative? Après, passez directement à la caractérisation. Deuxièmement, je vous demande d'éviter de mettre les abréviations dans votre résumé. Sinon, vous êtes obligé, dans ce cas, d'avancer votre liste d'abréviations ou bien quand vous avez nommé acronyme avant votre résumé. J'ai remarqué la même chose dans votre conclusion générale. Donc, vous prenez, s'il vous plaît, votre conclusion générale. Dans son travail, on écrit avec un seul R. Donc voilà, vous avez mis des interprétations trop détaillées avec des chiffres et des valeurs. Par contre, une simple phrase ici peut être suffisante et capable de résumer tout ça. Vous pouvez par exemple écrire la structure du complexe synthétisé ont été confirmée par les méthodes spectroscopiques visuelles. Entre parenthèses, vous pouvez citer les méthodes d'analyse que vous avez utilisées. Après, vous prenez la page 9, 10, 11, 12 en même temps. Regardez bien les complexes montrés par les figures.
j'ai remarqué que la liaison métal-ligand est représentée des fois par un trait et des fois par un trait pointé. Donc ma première question que je voudrais vous poser, quel est le type de cette liaison? C'est une liaison de coordination. De coordination, très bien. Donc la liaison de coordination, donc on peut, il existe deux manières pour former cette liaison. Soit chaque atome fournit un électron célibataire, ou bien un atome fournit un doublet électronique, l'autre atome fournit le reçoit dans une accumulée. Et la liaison qui se forme par cette manière, nommée la liaison covalente dative ou bien de coordination. C'est ça, madame. Donc, d'après la structure de Lewis, donc, on va utiliser un trait pour dessiner la liaison covalente. Par contre, un trait pointé, on l'utilise pour dessiner la liaison faible d'hydrogène, comme s'appelle la liaison ou bien le pont d'hydrogène. Et si vous vous intéressez à montrer vos liaisons, donc dans ce cas, vous pouvez utiliser les couleurs. Là, je l'ai pris, mais la littérature. Et oui, malheureusement, il y a plusieurs ou bien certains documents scientifiques qui utilisaient la liaison pointée pour représenter la liaison covalente. Ma deuxième question, dans votre rédaction, vous avez utilisé les termes scientifiques suivants. Nombre d'oxydation et le nombre de coordination. Quelle est la différence entre les deux? Le nombre d'oxydation et le nombre de... D'oxydation et le nombre de coordination. Le nombre d'oxydation n'est pas forcément, c'est pas le même nombre d'oxydation. Oui. Le nombre de coordination, c'est le nombre des atomes liés à l'ion métallique. Très bien. Et le nombre d'oxydation, c'est l'oxydoréduction de la molécule. Oui, c'est la charge qui porte le métal. Et pour calculer ce nombre, il faut regarder la charge de la pièce, du complexe par rapport à la charge globale. Vous prenez la page 12. La figure 1,4. Le complexe trimétallique Fe3CO12 il s'agit d'un carbonyle de métal constitué de 12 groupes du carbonyle. Par contre, sa structure, montrée par la figure, ne contient que des groupes de carbonyle. Il faut vérifier ça. Complexe فيه 12 والأخر la structure مكتوب فيها 10. Vous prenez la page 24. Le paragraphe de ce titre en biologie. Donc il faut rajouter la référence de ce paragraphe. Vous prenez la page 29. La figure 2.1. Donc les deux molécules portent le même nom, phosphate, phosphate. Par contre, la deuxième est phosphonate. ici le phosphonate. La page suivante, la page 30, figure 2. Donc pour la molécule numéro 2, le trichlorophore, c'est un phosphonate avec deux groupements de méthoxy au lieu de 3. La numéro 2. Oui, la molécule 2. La troisième molécule, le diphénylméthylphosphonate. Donc, dans ce cas, il manque également un groupement méthyle. La page suivante, la page 31. La première molécule de la figure porte la numérotation 5. Dans ce cas, les références des 6 dérivés doivent être portent la même numérotation, c'est-à-dire 5A, 5B, 5C. La même chose pour la molécule 6. Ah, d'accord.
Après, vous avez la page 34. La figure 2.8. L'intitulé de la figure, c'est structure d'alpha-phosphonate par activité antibactérienne. Par contre, dans la molécule numéro 11, c'est vraiment alpha-aminophosphonate. La deuxième molécule, c'est-à-dire qui porte la numérotation 12, c'est amidophosphonate. Il faut rajouter le nom dans l'intitulé. Donc, vous prenez la partie du résultat et discussion. Non, c'est une question. Donc, pouvez-vous m'expliquer rapidement comment vous avez synthétisé vos complexes et quels sont les changements de couleur que vous avez observés? Oui. On a dissous une quantité de ligands et une autre quantité de d'ions métalliques dans le même volume de méthanol. On a fait une agitation chauffage à reflux pendant 3 à 4 heures à température de 50 degrés Celsius. D'abord, on a eu pour le complexe de cuivre, on a eu une couleur bleue. C'est la formation du complexe de cuivre. Par contre, pour le zinc, on n'a pas eu de changement de couleur. On a un jaune, mais il ne connaît pas la bunch bizarre. Donc, vous n'avez pas également montré votre rendement, le rendement de la réaction. Donc, il est nécessaire de montrer le rendement pour montrer l'efficacité de la méthode utilisée. Une autre question, est-ce que vous avez réalisé votre réaction dans des verres solvants à différentes températures? Est-ce que vous avez réalisé votre réaction dans des verres solvants à différentes températures? Ou bien je vous pose ma question de manière différente. Est-ce que vous avez optimisé votre réaction afin de réduire le temps de la réaction et augmenter votre rendement? On a fait un plan de température de 50. D'accord. Vous prenez la page 72. Pour l'équation 4.2. Donc, delta G égale delta H moins T, delta S égale moins RT, ln bêta 1. Donc, vous avez calculé ln B à partir de cette réaction, cette équation. Non, les constantes de stabilité, on les a calculées à partir du logiciel hyperspec. D'accord. Vous prenez maintenant la page numéro 74. Étude du spectre à la main de protons pour le complexe de zinc. Dans le deuxième paragraphe, vous avez dit, dans le spectre du complexe de zinc, tous les protons du cycle aromatique et ceux portés sur C5 et C7. Et vous avez mis entre parenthèses le groupe méthyle. Et si on va comparer ça avec la structure cristalline de votre ligand, montrée par la figure 4.5 de la page 76, les deux groupements méthyles portent la numérotation C15 et C17. C'est genre théoriquement. Oui. Le logiciel nous donne la numérotation. Mais expérimentalement, parce que le ligand, je l'ai reçu par DLX, j'ai la numérotation. Ça a été. La page, oui. Là, 15, 17. On a quelque chose, c'est.
même حتى le 40 symétrique, normalement c'est 1. Et 46 ou 4, normalement 16 ou 14. C'est pas la même numérotation. Il faut vérifier bien la numérotation de votre carte. On revient à la page 73. Vous prenez le spectre superposé du complexe avec son ligand. C'est bon? Donc, vous avez dit vous dites que la bande vibrationnelle observée du groupement AMH était située dans le spectre du ligand libre à 3282 cm/1. Cependant, lors de la complexation, l'intensité de cette bande a diminué significativement avec l'apparition de nouvelles bandes à 3279 cm/1 pour le complexe du cuivre. D'autre part, on remarque l'apparition d'une nouvelle bande située, d'accord, la bande métal-azote, indiquant que les ions métalliques sont coordonnés avec l'atome de l'azote. Donc, je suis d'accord avec ça. Pour la deuxième interprétation, vous avez dit la fréquence vibrationnelle plus haut du ligand libre détectée à 1239 cm-1 était significativement décalée après à 1282 cm-1. Donc, ma question, comment justifier la présence de la même bande dans le spectre du ligand? La bande 1292. Il existe déjà le spectre du ligand. Le ligand est attribué. Elle est passée à. Non, normalement, elle dit que CN, normalement, c'est la bande plus haut, ou la bande par CN, normalement, c'est plus haut. Là, qu'à tester. Non, tu as plus haut que le ligand, à 1239. Comparé les deux spectres, vous avez une bande à 1282 cm-1 pour le spectre du complexe. Ouais. C'est la bande plus haut. Ouais. La même bande, il existe déjà dans votre spectre du ligand. 1292. C'est-à-dire que c'est une erreur dans les interprétations. Donc, comme la bande reste telle qu'elle est, c'est-à-dire que la coordination. Elle a changé pour le PO. Elle dit que vous êtes 1292. Vous avez dit qu'à 1299, elle est attribuée à la liaison C1. Non, c'est du bébé de l'interprétation grave. Normalement, le ligand TAC, la bande plus haut, apparaissent à 1282 cm-1. La bande CN à 1239 cm-1. C'est-à-dire votre bande plus haut reste telle qu'elle est, mais quand la diminution de l'intensité, les changements de variation de la valeur. Dans ce cas, je vous propose une nouvelle structure pour votre complexe où la complexation se fait au niveau de deux atomes d'azote. Ce n'est pas entre l'atome de l'azote et l'atome de phosphore qui est porté par l'atome de phosphore. L'oxygène par l'atome de phosphore. C'est bon? Donc pour la partie de docking moléculaire, je vous pose une petite question. Sur quelle base vous avez choisi de tester vos complexes en tant que molécule antibactérienne? Sur quelle base? Sur la base de littérature. Oui. La littérature. C'est-à-dire les phosphonamides, ou bien Les sulfonamides les amides phosphonates. oui, Sulfonamides phosphonates sont décrits dans la littérature. Oui, ils ont un intérêt biologique et antibactérien intéressant. Très bien. Donc, voilà, je termine. Donc, je vous félicite encore une fois. Je vous remercie pour le bon travail que vous avez réalisé.
Et je vous souhaite une bonne continuation dans la vie personnelle et professionnelle. Donc, Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci Madame pour votre contribution à ce travail. Donc, vous avez donc fait des propositions utiles, notamment la dernière proposition concernant donc la structure. Elle est quand même recevable. Ce serait très intéressant de le voir, peut-être compléter le travail ou bien aller dans une autre direction. Ce serait peut-être intéressant. Donc, j'invite donc la candidate à consacrer plus de temps à cette idée qui, à mon sens, est recevable. Donc, la page 73, il faut bien la creuser. Voilà, donc tu mets un peu plus de temps pour revoir la structure en page 73. Voilà donc pour la première contribution. Pour la seconde contribution, donc, je donne la parole à Madame Rajem. Elle est notre invitée et c'est une dame qui a beaucoup travaillé sur les complexes. Ça fait quand même des années qu'elle travaille sur ce genre de composé. Donc, Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie le professeur Cadre de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là parmi vous. Et c'est une occasion pour rencontrer mes chers collègues, professeur Ambetour et professeur Seriti. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec le Covid et tout, il y a des coupures. Donc on a arrêté le travail carrément. Et là, on reprend, c'est déjà bien. Voilà, on a repris la collaboration. Donc c'est avec plaisir que je travaille avec vous. Parce que c'est vraiment, j'adore la chimie des complexes et la biochimie. J'aime bien l'axe que le professeur Cadre développe. C'est un axe très intéressant. Alors, je reviens au travail de la candidate. Je te félicite beaucoup pour cette belle présentation. Votre exposé était très clair et ça prouve que vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Donc, le travail est très intéressant et vraiment vous avez obtenu des résultats très intéressants. Voilà. Et concernant le manuscrit, donc comme tout manuscrit, comme tout le monde, donc, il y a toujours des lacunes et vous devez la corriger avant de déposer notre dernière version à la bibliothèque. Voilà. Donc je commence directement par deux petites remarques, juste pour les figures. Voilà. Alors dans la page 8 et la page 9, vous avez mis deux figures. La page 8, je commence par la page 8. Il y a une figure là pour présenter une structure. Et vous mettez figure en bas. Numérotation, vous mettez figure. Figure 1, c'est votre première figure. Donc il n'y a pas de figure avec le titre et tout. La même chose pour la page 9, pour ajouter la figure. Figure 2. Et après c'est la figure 3, c'est pas la figure 2. Voilà, juste ça. Pour les références aussi, une remarque très générale pour toutes les références. Des fois, vous mettez les noms en majuscules, des fois en minuscules, les noms des auteurs. Généralement, c'est la première lettre en majuscule, et après c'est en minuscule, pour tous les auteurs. Ça, c'est en général, hein, c'est pour les références en général. Il faut peut-être refaire les références pour homogénéiser. Donc la première lettre en majuscule, après vous mettez tout en minuscule. Parce que des fois, je trouve des noms en majuscule carrément. Voilà. Je prends la page 30. Dans la page 30, je vais vous présenter la figure 2 pour le composé 3. Alors, comme je vois là, vous mettez le biphényl méthylphosphonate 3 dans le paragraphe. Donc, des biphényl méthylphosphonate 3, mais je ne vois pas du méthyl sur la structure. Je ne vois que les phényls. Ouais. Donc, est-ce que c'est la structure qui est correcte ou la nomenclature? Soit ça, soit la nomenclature, soit la structure.
Dans la page 22, là, c'est important ce que vous avez présenté pour les applications des complexes organométalliques. Donc, c'est vrai, les complexes, ils ont beaucoup d'applications en médecine et tout, donc en chimie et tout ça. Mais il y a une application très intéressante, vous devez la mettre, et là, je ne la trouve pas. Donc, les complexes ils sont très utilisés en électrochimie comme inhibiteurs de corrosion. Et là, vous n'avez pas mentionné ça. En tant que chimiste, il faut la mettre, cette remarque. Donc, il faut parler aussi, parce que c'est très à la mode. Là, c'est des complexes beaucoup plus qui marchent bien en électrochimie pour les utiliser comme inhibiteurs de corrosion. Et et juste une petite remarque générale. Comment on peut identifier un complexe? Un complexe. Après synthèse. Donc l'infrarouge, l'RMN, l'analyse élémentaire, tout ça, c'est pas suffisant. Même la masse. Donc il faut faire le DRX. Oui, voilà. J'ai parlé tout à l'heure avec le professeur Kadri. Il vaut mieux prendre beaucoup de temps pour avoir des cristaux, mieux que faire ces analyses. Parce que là, franchement, t'as pas présenté, on n'a pas la structure exacte. Peut-être qu'elle est correcte et peut-être pas aussi. Donc ça reste une structure proposée. L'idéal, c'est de vraiment préparer des monocristaux pour avoir leur tête. C'est leur tête qui nous montre la bonne structure. Et là, c'est pas évident. Donc, comme il a dit monsieur Célédier tout à l'heure, donc ça prend beaucoup de temps pour avoir les monocristaux. Il faut toujours essayer à les voir. Donc là, tu peux reprendre ton produit et essayer de faire la cristallo. Voilà. La page 69. Le schéma réactionnel. Voilà. Là, quand tu présentes tes résultats, moi j'aurais aimé voir le schéma réactionnel pour préparer le ligand. Même si ce n'est pas toi que tu as fait le ligand. De préférence, tu mets le schéma réactionnel, tu présentes la synthèse du ligand et tu mets la référence, tout simplement. Donc, je préfère ça. De préférence, oui, tu rajoutes le schéma réactionnel. Et tu mets le rendement et après tu mets la référence. Elle y est déjà la référence. Voilà, la référence est très bien. Dans la page suivante, là vous pouvez, la page suivante, la page 70, pour la synthèse des complexes. Alors quand vous préparez votre complexe, sous quelle forme vous obtenez le produit à la fin? L'aspect de ton produit, il est comment? Il est huileux, il est solide, il est solide. Là, c'est déjà bien, s'il est solide, c'est déjà bien. Et la coloration, elle est comment? Parce qu'au début, c'était transparent, parce que notre produit, c'est une poudre blanche. Oui, avec le cuivre, une couleur bleue, et avec le zinc, un jaune marron. D'accord, ouais. Parce que je pense que je n'ai pas fait ça. Très bien. La page 75. Là, j'ai vu un paragraphe, le deuxième paragraphe. Vous avez dit, malheureusement, le spectre du complexe de cuivre n'a pas pu être obtenu. Quel spectre d'abord? Donc, vous n'avez pas fait le spectre RMN. Et vous avez fait un spectre RMN pour le complexe du ZN. Mais pour le cuivre, à cause de ses propriétés paramagnétiques, on n'a pas pu obtenir le spectre. Oui, mais vous avez passé le produit. Oui, mais le spectre n'était pas bon, c'est ça. Oui. Ah, voilà, parce que je n'ai pas compris ça, je compris autrement. Très bien. La page 76.
Voilà. Dans le complexe, vous pouvez mettre le complexe, s'il te plaît, sur les diapos. Les deux complexes. Oui. Madame Boucher, tout à l'heure, elle a parlé des interactions avec l'oxygène et le cuivre, par exemple, et l'azote. Mais moi, j'ai une autre vision. Normalement, à mon avis, il faut mettre le doublet libre. Donc, la liaison, elle vient de l'oxygène ou l'azote. C'est le doublet libre qui va intervenir. Donc, quand tu mets comme ça, tu ne montres pas bien les interactions. Donc, c'est du doublet libre vers le cuivre. Et tu mets, je préfère une flèche, moi. Même si c'est pointillé, c'est pas grave. Moi, je préfère le doublet libre, une flèche, mais pointillé ou pas pointillé, je t'en fous. Mais il faut mettre une flèche qui va de l'azote vers le cuivre pour montrer que l'azote, il va donner son doublet libre, voilà, à la case libre. C'est une liaison d'actif. Voilà. La page 76, toujours, donc paragraphe, c'est bon. Oui, la page 76, il y a un paragraphe qui commence par la sélection de la fonctionnelle d'échange. Dans le premier paragraphe, 76, oui, dans la modélisation moléculaire. 76, madame? Oui. Oui. Après le schéma de... La sélection de la fonctionnelle. Voilà, c'est bon. La sélection de la fonctionnelle d'échange appropriée était basée sur les performances de prédiction des paramètres structurels et des fréquences de vibration dans le cristal du ligand. Là, je n'ai pas compris bien cette phrase. La sélection de la fonctionnelle d'échange, elle est basée sur les performances de prédiction des paramètres structurels et des fréquences de vibration. C'est quoi le lien entre les fréquences de vibration et les performances de prédiction avec la fonctionnelle d'échange? On a comparé les résultats obtenus expérimentalement du ligand, plutôt des complexes, avec ceux obtenus expérimentalement. Mais pour les paramètres structurels, on a obtenu que les théoriquement. On n'a pas pu obtenir expérimentalement. La sélection d'échange était basée sur les performances de prédiction. Je sais pas, je pense. Je vais la refaire. Oui, je préfère. Je préfère. Mais regarde un sens. Je passe directement à la page 90. J'ai vu une étude très intéressante qui est le point qu'on parlait des points critiques de la liaison. C'est BCP, c'est ça. Et comment vous faites ça? Avec quoi? C'est un logiciel. Il n'est pas en ligne. Non. Entre sur le cadre, d'accord. Il donne quoi exactement? Parce que je ne le connais pas, moi. C'est juste pour savoir. Il donne les points critiques, les valeurs, d'après ces valeurs, et aussi les paramètres topologiques. On calcule les paramètres topologiques pour avoir une idée sur quoi? Sur les liaisons, les interactions et intramoléculaires. Entre le métal et le ligand? Entre le métal et les atomes. D'accord. Parce que je ne connais pas franchement ce logiciel. Mais c'est très intéressant ce que vous avez montré là. Donc, c'est bon. Et pour l'analyse QTAIM, c'est la même chose? C'est l'analyse QTAIM, mais je me donne c'est ça là, d'accord. Désolée parce que je ne connais pas, c'est pour ça que je pose ces questions. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour les remarques.
De toute façon, le travail est très intéressant et les résultats aussi. Donc, vous avez fait un bon travail. Je vous félicite une autre fois pour votre travail et je félicite aussi le professeur Kadri pour le choix du sujet qui est très à la mode. Parce que moi, personnellement, je travaille sur les phosphonates. D'ailleurs, c'est notre molécule, voilà, sur les phosphonates qui ont montré aussi une bonne activité biologique. Les ligands, mais après en complexation, moi j'ai fait une petite étude théorique. J'ai fait l'étude théorique du ligand, docking, et après j'ai fait avec le docking du complexe. Et je trouvais que le complexe donne des résultats meilleurs. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire la complexation d'autres molécules pour améliorer l'activité biologique de nos produits. Parce que là, on a vraiment beaucoup de produits, soit les sulfonamides, soit les phosphonates, et on va essayer de les complexer avec plusieurs métaux. Et professeur Kadri, j'espère qu'il va nous aider à faire ça, parce que c'est le meilleur placé. C'est un spécialiste, lui, en complexation, dans le domaine de la complexation. Donc j'espère qu'on va collaborer ensemble et faire beaucoup de choses. Je vous félicite une autre fois et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite de votre carrière. Et à vous la parole, monsieur le Président. Merci Madame pour votre contribution. Toutes les questions posées servent à donner plus de visibilité du travail et permettre aussi donc, à la candidate de se pencher davantage sur des angles peut-être qu'elle n'a pas envisagés, parce que tout dépend du point de vue. On commence un travail, mais il reste aussi d'autres angles de vision, parce que le travail, il ne fait que commencer. Donc vous avez choisi deux métaux, en l'occurrence le cuivre et le zinc, mais dans le domaine de la complexation, c'est un domaine très très vaste, et je pense que vous avez eu la chance d'être encadré par un spécialiste dans le domaine, en l'occurrence mon collègue et ami M. Kadri. Et aussi donc la contribution vous avez eu aussi la chance d'être entouré et d'être suivi par quand même des professeurs donc, des universités voisines, en l'occurrence Mme Boucher et Mme Rajem, qui connaissent bien donc, ce domaine. Et vous avez aussi la chance d'être examiné aujourd'hui, mais par M. Seydi, mais aussi, lui aussi, il a suivi, il a publié dans ce domaine, il connaît bien ce travail, et donc ses critiques, sa contribution serait vraiment très intéressante à suivre. Et sans plus tarder, donc, je donne la parole à M. Seydi pour nous donner l'essentiel de ses critiques et de son point de vue sur ce travail. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, avant de commencer le débat, je tiens à remercier le professeur Kadri de m'avoir associé à ce jury. C'est avec un grand plaisir de discuter et débattre scientifiquement des sujets qui traitent des complexes organomécaniques. Donc, concernant la candidate, je tiens également à la féliciter pour son exposé qui était clair et bien enchaîné. Donc, vous avez montré une grande aptitude à expliquer et à présenter les résultats. Donc, je trouve que c'est une bonne chose.
Concernant le sujet abordé, donc, je trouve que vous avez l'aspect expérimental du sujet a été très bien traité, avec les moyens de bord, bien sûr, je sais, et qui a été complété par une étude par modélisation moléculaire. Donc c'est une approche qui me semble d'actualité et originale, parce que les deux approches sont là. Donc tout ce qui n'a pas été exploré en expérimental, vu les moyens, etc., il a été comblé en quelque sorte par l'étude par modélisation moléculaire. Concernant le manuscrit, bon, surtout le côté, lors d'une thèse, on essaie de mettre le point sur, donc de faire une mise à jour au niveau biographique. Donc le manuscrit, j'ai constaté que vous avez utilisé plus de 200 références, dont beaucoup sont postérieurs à l'année 2000, ce qui constitue un bon point donc, pour le lecteur de la thèse qui va exploiter la thèse. Néanmoins, on a bien sûr des remarques. Donc, je préfère intervenir sur la forme d'abord et ensuite on va parler du fond du sujet. Donc, sur la forme du manuscrit, bon, j'ai constaté que vous avez utilisé le mot index des figures. Début, index des figures, index des tableaux. C'est un avis. En général, l'index, on ne met pas un index pour les figures. Un index, le positionnement de l'index, généralement, c'est à la fin d'un livre ou d'une thèse, et il est détaillé. Bon, il concerne les pages où, par exemple, on trouve un nom scientifique, etc. C'est ça. Il fallait mettre une liste des figures et liste des tableaux, etc. Donc, c'est pas méchant, mais bon, j'ai trouvé que l'index, c'est pas sa place. Hein. D'accord. J'ai constaté également que, je ne sais pas, c'est la version indienne ou l'option, c'était le tableau des abréviations. Bon. Non, mais ça a sauté. Donc au niveau de la version indienne, la copie indienne m'a fait donc c'est pas. Voilà, bon. Quelques autres remarques toujours sur la forme. La page 8, ça a été mentionné, je ne vais pas la. Page 8 et 9, c'est les titres des figures. Le professeur Barjem a déjà noté ça. La page 14, également au niveau de la représentation du complexe, peut-être il fallait mettre un trait d'union lorsqu'il y a deux voyelles. La page 14. 14. Page 14. Le tétra à quoi faire. Bon, lorsque la représentation du complexe, généralement on met, lorsque deux voyelles, on met un trait d'union pour séparer un petit peu la figure 1,6 et figure 1,7. Le pentamine, d'accord, AA, donc généralement lorsqu'il y a deux voyelles, on sépare. Également la page 17, c'est toujours la formule, c'est une formule, classification des matériaux d'un point de vue magnétique, donc la formule il faut numéroter, c'est important. Donc formule 1. Donc la page 26, rapidement la page 26. La référence 6 de la page 26, donc toujours la chimie des complexes de coordination, le BCH. C'est quoi cette référence? Bon, BCH, Lausanne, bon, je sais pas, est-ce que c'est un brevet, est-ce que c'est un... Je sais pas, est-ce que c'est une thèse? Parce qu'il n'y a pas de titre. Il y a un laboratoire de chimie supramoléculaire des lanthanides. Je
je sais pas, c'est... Je pense que c'est le numéro. La référence 6, page 26. Ouais, je l'ai prise d'une thèse. Je l'ai prise d'une thèse. Il faut vérifier, peut-être vous avez oublié quelque chose. Également, la page 27, toujours là. Peut-être c'est un brevet, peut-être. Brevet du laboratoire, mais bon, le brevet, tous les noms. Les noms des auteurs et ok. C'est possible, c'est un brevet. 27, bon, l'année, directement, je passe la page 68. Il y a une petite erreur peut-être. Le DMSO, c'est quoi le DMSO? C'est une solution. Une solution pour faire la rame. C'est pas une solution, c'est un solvant. Donc le diméthyl sulfoxyde. D'accord? C'est le diméthyl sulfoxyde. Et là, au niveau du spectre, vous avez mis, donc c'est la page 68. Le DMSO D3. Déterrer 3 fois. La formule est là. DMSO, c'est le diméthyl sulfoxyde. Diméthyl. Donc 2 CH3. Donc combien de protons? Non. Diméthyl. 6 protons. Donc c'est le DMSO D6. Ce n'est pas le D3. Il faut corriger. Il remplace les protons par... c'est un solvant pour l'ARMN, pour des soudures. Donc la page 69, toujours dans le cadre c'est toujours la forme. Hein. Maintenant, la charge globale du complexe. Page 69. Oui. Complexe de ou TEN. Synthèse du CU2, bon. La charge globale du complexe. Hein. شحال plus de تتحط donc في الاول وفي الثاني le composé 1 et le composé 2. OK. La page 70, le spectre, le titre pas en anglais qui m'a fait la publication. Spectrum, donc le titre il faut le changer en français, c'est pas grave. Donc titre en anglais. La page 71, le deuxième paragraphe, là où les composés métalliques, fin du deuxième paragraphe. Les complexes métalliques de stoichiométrie 1-2 sont formés à la suite d'une réaction successive au corriger, au dépend. Respectivement en raison des déplacements des complexes. Est-ce que vous pouvez expliquer la même occasion, bon. Déplacement des complexes. Et il se forme le premier complexe de rapport 1-1, ensuite il se forme le deuxième complexe de rapport 1-2. Donc on déplace on déplace quoi? On déplace le premier complexe, on va le déplacer pour former le deuxième. C'est une réaction consécutive. La page 74, donc en fin de page, voilà que le delta est égal à delta du complexe. C'est quoi à dire? Le delta est égal à un delta. Ben, delta ligands sont... il n'y a pas une erreur. Hein, bon. Le delta est égal à delta du complexe. Non,
formule. Formule le delta T augmente le complexe. Moins delta du ligand. Donc c'est la delta le déplacement chez limite du complexe moins la. Ok. La variation de déplacement Eh, chimique. peut-être. Voilà. C'est la variation de déplacement Non, chimique. l'espace-temps, la formule مكتوبة. Expansion de la formule. La page 104 directement. Il y a une petite paroi, je pense, la conclusion générale dans ce travail. Donc il faut corriger parce que c'est tout. Donc ça c'est le côté forme du manuscrit. Bon, concernant le fond du sujet, donc vous avez adopté une méthodologie qui me semble une bonne méthodologie. D'abord, je synthétise le complexe. Le ligand, vous n'avez pas participé au niveau de la... Donc il est fourni par le professeur Benjamin. Donc il est caractérisé, il n'y a pas de problème. Donc c'est une bonne chose. Donc on commence par le ligand, puis le complexe de cuivre et de zinc, et par la suite caractérisation avec les moyens toujours existants. Et vous avez par la suite entamé l'étude par modélisation moléculaire et notamment le docking à la fin. J'ai quelques questions concernant la motivation du choix premièrement du ligand. Pourquoi vous avez choisi ce type de ligand? La disponibilité. Ou en plus, il a des intérêts biologiques intéressants. Il est intéressant pour un produit, la disponibilité. D'accord. Disponibilité au niveau, c'est pas disponible au niveau du commerce. Hein. Et le plus important, les hétéroatomes. Ouais. Ça, c'est le plus important. Il est très riche en groupements d'honneur. Juste concernant la synthèse, parce que tout à l'heure, professeur Barjem m'a évoqué ça, on aurait bien aimé voir le schéma réactionnel du ligand, comment ça se synthétise. Je pense que c'est difficile, hein, parce qu'il y a plusieurs étapes, 4 ou 5 étapes, d'après la publique. Non, classique, oui, mais on a fait ça par une méthode multicomposant. Donc on a pris l'aldéhyde plus le sulfamide, plus le troisième, c'est quoi? Sulfosphonate. Et on a mis ça dans le micro-ondes. Dans 10 minutes, on a obtenu le sulfamide. Voilà, c'est une réaction multicomposante dans le micro-ondes. C'est la chimie verte. Et les rendements sont excellents. Excellent. On met les trois composants ensemble, on met le tube dans le micro-ondes, dans 10 minutes on forme le produit à 90-92%. La deuxième motivation également, le choix des ions métalliques, cuivre et zinc. Donc le ligand, on a eu la réponse très détaillée de madame et vous-même. Et pour le cuivre et le zinc, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? D'après la bibliographie, aussi les complexes de cuivre et de zinc sont très intéressants dans le développement de nouveaux médicaments anticancéreux. Est-ce qu'il y a d'autres? Biologiques. Si vous aviez encore du temps, est-ce que Je ferai d'autres ions métalliques, oui. par exemple? Le fer, le nickel. Troisième question, toujours concernant la motivation, la cible biologique. Vous avez choisi donc une cible, donc c'est une activité antibactérienne. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités qu'on peut cibler par
domaine médical, pour la formation des médicaments. Ouais. Donc, ça concernant la motivation du choix, donc, la page 87, c'est plus ça. Page 87. C'est ça. 77, 77. Pardon, 77. 77. Le tableau valeurs expérimentales et théoriques sélectionné des distances du DPS à MP. Les valeurs expérimentales et théoriques, donc théoriques, les quatre fonctionnels, M11, M6, B2P, LIP et B3 LIP. La valeur expérimentale, d'où vous avez ramené ça? D'après le ligand de Magandon. D'accord, parce que je n'ai pas trouvé un. Non, je n'ai pas fait la DRX des ligands. Mais il fallait peut-être mettre la référence ici. ici. Je l'ai mis sur le début. Je l'ai mis sur le début de la paravent. Non, l'expérimental étoile, tu mets d'après la référence de. Également une petite colonne là où il y a le delta, la différence entre l'expérimental et le théorique pour avoir. Bon, non, il se rapproche, hein, les valeurs, à part par exemple le bêta walip, c'est par rapport à l'expérimental, c'est il y a une différence. Mais une valeur de delta, ça récapitule un petit peu pour pouvoir comparer les. Également, j'ai une remarque, la mesure du moment magnétique. C'est pas mentionné où vous avez fait ça. Hein? En Turquie. L'appareillage, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas de. Mais bon, au moins l'équipement. Je l'ai mentionné normalement. À partir de où là, Qu'est-ce qui vous a donné comme information le moment analytique La structure géométrique, elle était tétraédrique dans le complexe de cuivre. Aussi, la charge, elle est plus 2. Ça donne les informations. Et toujours la comparaison avec d'autres complexes de cuivre. Généralement, c'est la même. Généralement. C'est la même. Ça se rapproche ou pas? Oui. Également, sur la page 93, c'est les interactions non covalentes par la RDG. La situation dans les interactions non covalentes, le complexe TAC, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la démarche la démarche adoptée au niveau de la RDG pour expliquer les interactions non covalentes. La situation se situe où? C'est un logiciel. Je donne les images. D'après la première image, les pics de l'espace 2D, les liaisons entre l'azote et le cuivre, et l'oxygène et le cuivre, étaient enregistrées à des valeurs de moins 0,03 unité atomique et moins 0,01 unité atomique. C'est des liaisons attractives. Par contre, les interactions de Van der Waals nous donnent un pic au milieu du graphe. Et les effets stériques nous donnent 4 pics à 0,01, 0,016 et 0,23 et 0,037. C'est l'interprétation des. D'accord. Donc la page 82 également.
les déviations des paramètres structuraux lors de la formation du complexe métallique. Le delta, on le retrouve, le delta qu'on a peut-être entre les ligands et le complexe expérimental théorique. Et maintenant, le delta. C'est le delta des liaisons et Que des vous, angles. Des liaisons et des angles. mais du ligand ou du complexe? Entre le ligand et le complexe. Ah, d'accord. C'est pas entre l'expérimental et. Parce que. Théoriquement. Parce que le complexe, je ne l'ai pas fait. Derrière, justement, c'est ça la question. Théoriquement, oui. C'est entre les deux, le ligand libre et le complexe. Les liaisons, comment ils. Ok, donc la page 99 concernant le docking moléculaire. Donc le docking moléculaire, il est très intéressant, surtout pour la prédiction, etc. Bon, à mon avis, c'est des molécules, la cible, c'est des bactéries, c'est des antibactériens. C'est plus facile de faire une activité antibactérienne. La méthode des disques, donc peut-être les biologistes, ils peuvent le faire rapidement. Donc les ligands, donc les deux ligands plus les complexes. On aura une idée sur l'activité réelle in vitro. Mais c'est toujours intéressant d'expliquer comment ça. Le docking, l'autodocking donne également les KI. Les KI, les constantes d'inhibition, ou parfois ils appellent les constantes d'affinité. C'est intéressant de les mettre. Et si on avait les valeurs de l'expérience, on compare également et on peut faire un tableau là où on a une série de molécules, là où on peut varier les positions, etc. Mais je pense le test biologique, il est plus, je sais pas, je suis sûr qu'ici, bon, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de la méthode des disques, ils peuvent faire le test. Donc peut-être il fallait faire le test in vitro, et s'il n'y a pas d'information, on va pas perdre du temps, et donc on fait le docking. Voilà. Également les perspectives, donc vous avez clairement montré qu'il fallait encore creuser au niveau complexe, au niveau test biologique, mais l'ordre, avant de faire in vivo, il faut faire in vitro d'abord, et puis faire les tests in vivo. Donc, c'est tout comme question. Je vous félicite encore une fois pour le travail réalisé malgré les moyens. Et donc, je vous souhaite un bon courage pour la suite, Inch'Allah. Merci, M. Seridi, pour votre contribution. Comme vous pouvez le constater, quand vous avez un jury qui est composé par des spécialistes dans le domaine, les questions seront toujours très intéressantes et ils permettent beaucoup plus, de donner plus de visibilité, et dans la plupart des cas, nous essayons tous de mieux comprendre l'intérêt de ce travail. Donc les questions sont toujours percutantes, ils sont très recevables, franchement. Donc je suis très satisfait par la contribution des membres examinateurs de ce jury, donc en l'occurrence Mme Boucher et Mme Arjem et M. Seridi. Donc je tiens à vous féliciter pour le temps que vous avez consacré pour examiner ce travail. Et évidemment, donc, avant de clore donc, les discussions, il y a aussi donc, votre encadreur qui est à ma droite, et lui aussi a le droit de poser des questions. Donc je vous invite à poser des questions.
Merci, Monsieur le Président. D'abord, je remercie mes collègues qui ont voulu et accepté de juger ce travail. Madame Boucher, pour la première fois, soyez la bienvenue chez nous. Et Madame Barjem, que vous connaissez déjà dans des soutenances d'avant, ce qu'on est bien sûr, on a travaillé beaucoup ensemble en collaboration. Monsieur Medour, qui a accepté aussi de juger ce travail et d'être président du jury, je lui remercie pour l'animation. Et Monsieur Seredi, qui a trouvé du temps malgré les occupations de son poste. Je vous remercie pour les corrections dans le but d'améliorer le mémoire, les corrections pour les recommandations et pour les discussions de la soutenance. Sur le sujet, il est situé dans la thématique générale de la chimie de coordination ou bien la chimie organométallique, qui en réalité ne sont pas les mêmes, mais c'est presque la même chose. Du point de vue de... elles ont un seul but, c'est d'améliorer les propriétés des composés utilisés dans la catalyse hétérogène. Ça, c'est le premier but dans l'apparition des complexes, c'est la catalyse hétérogène par des complexes. C'est aussi les propriétés électroniques dans les transistors, etc. Donc, les propriétés des complexes sont très utilisées actuellement. En plus des propriétés linéaires, c'est qu'on connaissait par les propriétés linéaires, optiquement linéaires aussi, c'est très utilisé. L'idée, les dernières années, il y avait beaucoup de composés organométalliques qui ont donné des activités biologiques très intéressantes, notamment dans la lutte contre le cancer, avec des complexes avec le platine. Donc c'est pour cela qu'on cherche toujours à améliorer les propriétés d'un ligand, d'une substance active, moyennant la formation du complexe métallique. Donc l'importance du sujet, elle est basée sur deux choses. Le ligand, on peut par exemple les ligands phosphorés, les ligands macrocycliques, voilà, c'est le genre de ligand qui existe. Et sur le liant métallique, parce que la question de M. Chérif, pourquoi elle est très intéressante. Parfois, quand on répond, j'ai toujours dit à mes étudiants, il faut juste dire la vérité. Il ne faut pas faire de la philosophie, surtout à un mauvais moment. En réalité, on travaille avec le cuivre et le zinc parce qu'ils sont disponibles et ils sont les moins chers. Parce que dans le tableau périodique, les éléments de transition, cuivre et le zinc, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ça veut dire que la valeur, c'est donné aux gens de la classe. Ça veut dire que le tableau périodique, le cuivre, le zinc, les éléments de transition, ce sont les éléments D vacants, sont les plus étudiés en chimie. Donc, il ne faut pas chercher trop à avoir de l'importance, sauf quelques exceptions, mais on les trouve au laboratoire, c'est les moins chers et disponibles. Mais en réalité, dans le tableau périodique, il y a des éléments, les lanthanides, les éléments F, qui sont moins étudiés que les éléments D, les lanthanides et encore plus les actinides en bas, tout à fait en bas, qui ne sont pas étudiés parce que ce sont des éléments radioactifs. Néanmoins, avec ces cuivres et zinc disponibles, gentils, etc., c'est très bien. Notre difficulté, ce n'est pas le liant métallique, c'est le ligand. Heureusement que, bon gré, malgré, Mme Barjem nous fournit de ligands avec lesquels on travaille, mais ça reste toujours l'une des difficultés dans ce travail, c'est le ligand en petite quantité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait la BRX. Ce n'est pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'on n'a pas la quantité nécessaire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait les essais biologiques. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pensé à ça, mais parce qu'on n'a pas de ligand. Et combien de temps on a dépensé pour attendre le ligand? Il est là, il va venir, etc. Donc c'est un bon feuilleton. Le sujet proposé avec des composés phosphorés qui ont une grande importance, il y avait les Russes qui se sont spécialisés dans le phosphore, beaucoup d'Arbuzov, tout ça. Ils travaillent beaucoup avec le phosphore. Les ligands en général,
Leur importance aussi sont dans l'atome d'honneur. Beaucoup de composés avec l'azote qui sont connus, parce que c'est un atome d'honneur très connu. Mais le phosphore, le soufre sont moins connus, surtout le phosphore. Donc c'est une nouvelle chimie, bon, je dirais nouvelle, bon, mais elle ne fait pas partie du gros lot de la chimie de ça. Donc quand on a fait le sujet, j'ai bien aimé faire sous double aspect. L'aspect expérimental, parce que la chimie c'est avant tout une science expérimentale. D'accord? Et sous l'aspect de modélisation, parfois on est obligé de nous adapter aux évolutions mondiales. Donc la modélisation aussi, elle est très utilisée, elle nous permet d'avoir beaucoup de connaissances sur les composés. L'étude expérimentale, elle a commencé par l'étude en solution, donc c'est là qu'on détermine la stéchiométrie, les constantes de stabilité, les grandeurs thermodynamiques, qui sont des grandeurs importantes pour l'étude du complexe. Dans la modélisation, c'est la DFT. Maintenant, on peut utiliser plusieurs méthodes, mais celle qui se propose au composé des complexes, c'est la DFT. Mais la précision de la DFT dépend de la fonctionnelle d'échange. Donc là, on a choisi des fonctionnels les plus utilisés et d'autres fonctionnels qui n'ont pas été beaucoup utilisés, c'est les fonctionnels de Minnesota, le M11. Donc c'est une nouvelle fonctionnelle, récemment nouvelle. Donc on a inséré ces nouvelles fonctionnelles. La plus utilisée universelle, c'est bêta-Walip. Mais bêta-Walip, elle est universelle, ça ne rime pas précision. Ce n'est pas obligatoirement qu'elle pourrait être utilisée avec tous les composés. Donc ici, on a introduit ça. Le deuxième point de la modélisation, c'est de prédire. Ça veut dire, au lieu de faire le spectre RMN, au lieu de faire le spectre infrarouge, on peut prédire sans les faire expérimentalement et les comparer pour savoir la performance du niveau de DFT par rapport dans la DFT. Bon. Et le dernier point qui est très intéressant et en plein essor dans la modélisation, c'est à l'instar de la théorie de Lewis, ça veut dire dans la théorie de Lewis, on peut voir un composé, il est doublé, il est à droite, il est à gauche, juste pour voir, parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas lire, mais voir un dessin. C'est comme dans les caricatures. Ici, c'est le RDG et les méthodes encore sont développées. C'est juste par un graphique et de voir où sont localisées les répulsions, les attractions, les liaisons de Van der Waals. C'est une exploration et visualisation des interactions non covalentes. Le mot-clé des mots-clés, c'est les interactions non covalentes. Parce que quand on dit que le complexe, comment on peut détecter, la question de comment on peut détecter les complexes? C'est une bonne question. La réponse, il faut souligner non covalent. Parce que si je vais utiliser la RMN, ce n'est pas comme les composés covalents, ce n'est pas la 200, ce n'est pas la 400, il faut pousser. Si vous utilisez, par exemple, la masse, n'importe quel composé organique, si je vais le soumettre à la masse, il n'y a pas de problème. Mais attention, avec les interactions faibles, il faut utiliser les méthodes soft. Donc, je travaille avant avec l'électron spray. Donc, c'est avec l'électron spray que je détecte. Ça ne veut pas dire que le complexe n'existe pas, mais la masse, la source de la masse, la détruit. Voilà que ça veut dire. Parce que le complexe, il faut spécifier. C'est la même chose. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est surtout les quantités. Donc, pour les gens qui veulent travailler dans le domaine là-bas, il faut d'abord choisir, il faut avoir un rapport entre la quantité et l'importance du ligand. Il ne faut pas choisir. Dans le temps, on avait ça, parce que avec M. Herder, etc., on avait c'était à la mode de faire de la synthèse de ces petites quantités.
C'était ça. Mais en réalité, avec le temps, non, il vaut mieux avoir des grandes quantités, sinon à quoi bon de synthétiser une petite moustique qui ne sert à rien du tout par la suite. Donc il faut avoir une grande quantité. Voilà la difficulté. On a synthétisé on a trouvé avec les quantités qui sont fournies par Mme Bargel, on a pu faire des complexes et des cristaux. C'était une longue histoire. Donc je les ai donnés à M. Akkari. Lui, il n'a pas de DRX. Bon, il les a ramenés en Pologne. C'est ça, une année. C'est une longue, c'est un film indien. Par la suite, les complexes, il ne faut pas laisser en fonction du temps parce que c'est des composés. On a trouvé des difficultés. Ce qu'on a trouvé, c'est uniquement la DRX, le ligand, qui va venir faire l'article. Et c'est avéré dans Bambergen, elle a fait sans le savoir, elle a publié le livre. Donc, la publication, elle est acceptée partout, mais ça fait la structure du complexe. Ils me disent qu'il n'y a pas de DRX, ni du ligand, ni du. La difficulté, il y a pas mal d'articles qui n'ont pas été acceptés à cause de ça. Maintenant, quand on a compensé par des autres méthodes, on a essayé de. Ça veut dire qu'il y a l'analogie aussi, on a trouvé d'autres ligands qui ne devraient que se lier au cuivre et au zinc par ces modes d'interaction. Bon, voilà un peu sur le travail. Le travail, c'est que bon, j'aime toujours pour les étudiants, les doctorants, leur donner un peu la diversification en solution, en solide et la modélisation. Voilà, ça veut dire que c'est un peu global l'avantage de sujets qui viennent. Pour la candidate, je lui ai toujours dit que sur le point de vue comportemental, le comportement, elle est vraiment digne d'une doctorante qui mérite le respect. Elle s'est adaptée à la vie de l'équipe du laboratoire. Je n'ai trouvé aucune difficulté en travaillant avec elle toute une période d'années. Je lui dis toujours le travail, l'ancienne génération, on a toujours des critiques vis-à-vis de cette génération. Là, on a beaucoup souffert, on a beaucoup sué, on a beaucoup travaillé. La génération, je ne sais pas exceptionnelle pour elles, elles sont fatiguées de naissance. Ça veut dire que. Ok, aussi le problème de la chimie, les générations, c'est la base de la chimie. La chimie, ce n'est pas. Qui me fait dire qu'il fait 3 حروف, mais c'est le plus difficile. La chimie fait quelques lettres, mais elle est très difficile. Que ce soit en solution, ou là avec, ou là encore plus en méditation. Bon, mais là, la base, etc., je ne peux pas dire que la génération de chimie, elle s'est adaptée. Parce qu'on lui a appris la modélisation, elle s'est adaptée, elle fait de son mieux. Elle avait des difficultés, on a perdu beaucoup de temps, et elle est bon, alhamdoulilah, je suis très content aujourd'hui parce qu'on l'a pu, parce qu'elle est très gentille, j'ai partagé avec elle ses joies et ses malheurs. Et donc, je suis très content qu'on est arrivé aujourd'hui pour finir ce doctorat et ce travail. Je lui souhaite beaucoup de chance et mes sincères félicitations. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, M. Kadri. Donc, vous avez donc présenté beaucoup de clarifications du sujet. Et sans aucun doute, le sujet est très intéressant et l'approche est cohérente. Et bien sûr, la difficulté de faire de la chimie, de disposer des réactifs et avoir à sa disposition donc, suffisamment de quantité pour pouvoir faire donc, une étude expérimentale et les analyses qu'il faut faire pour l'identification et la caractérisation. Vous avez comblé donc ces difficultés avec
pas mal de travail théorique, notamment dans le domaine de la modélisation, et j'ai pu donc suivre donc agréablement donc le contenu du manuscrit, et vous avez donc profité pour toucher à plusieurs méthodes, ce qui vous permettra donc, Inch'Allah, في المستقبل, donc de connaître beaucoup de choses et choisir votre orientation. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec les remarques ou bien le contexte qui a été donc, développé par M. Kadri, les difficultés, etc., donc liées à l'encadrement, etc. Mais vous avez eu une chance inouïe d'être encadré par M. Kadri. Franchement, c'est une chance, parce qu'il connaît bien son domaine, il est l'une des compétences de l'université également. Donc le jury aussi, j'ai constaté que toutes les questions posées montrent que le jury a consacré du temps parce qu'il a trouvé quelque chose à lire ou bien à discuter. Et c'est ça qui fait que le travail, sans aucun doute, il est très intéressant. Je sais que parmi les difficultés que vous avez rencontrées, parce que vous avez réalisé un master sur autre chose que ça, et bon, en discutant donc le master, je vous ai vu dans mon laboratoire, donc c'était avec Madame Ligri, donc c'était autre chose. Et donc vous avez changé d'orientation, mais pour l'avenir, ça veut dire que vous avez touché à plusieurs choses. Et, Inch'Allah, vous pouvez choisir votre voie. En fonction des difficultés, en fonction des acquis, vous pouvez choisir donc, votre voie. Je vous souhaite donc bonne continuation et beaucoup de succès, Inch'Allah. Bien sûr, je n'ai pas beaucoup de questions, j'ai quelques petites remarques. Bon, le manuscrit il est bien fait, mais peut-être que c'est parce qu'on est bousculé par le temps, etc. On veut finir cette thèse qui a pris du temps, etc. On est fatigué, etc. Donc, et de petites choses. Je sais que vous avez donc la compétence, ça vous n'échappe pas, donc ce genre de choses. Mais, par exemple, le résumé, Madame Boucher donc, a proposé donc, une petite, au niveau du résumé, une petite, avant de parler des constantes de stabilité, il fallait peut-être parler, je suis tout à fait d'accord avec elle, des ligands, etc., des complexes, avant de passer. Donc il y a un petit quelque chose à ajouter tout au début du résumé. Et il y a donc dans la troisième ligne, ont été déterminés par spectrophotométrique, donc elle est corrigée à spectrophotométrie, donc dans le résumé. Dans l'ordre, donc, voilà, donc, dans l'ordre, sur la page 68, il y a une petite faute, je ne sais pas comment ils se sont glissés. Dans la deuxième ligne, par exemple, du matériel, il y a deux LES, donc une ولات féminin ولات pluriel هنا ما على باليش كيفاه جات. ثاني un peu plus bas en se basant ولات à la place de ANT نعرف ولات حاجه اخرى شيء يعني هذه ما تفوتش عليه مثلا في enfin لاصقه في بعضها ما على باليش ولات حاجه اخرى شايفه زيما. Le DMSO, bien sûr, c'est un DMSO D6, parce qu'il y a 3 protons, donc si le DMSO, il y a 6 protons, donc D6, c'est clair, il y a des fois, je ne sais pas. En page 70, vous avez présenté, donc, vous avez fait donc, l'UV visible du cuivre, du complexe de cuivre et du complexe de zinc, et vous avez fait une discussion qui se rapporte donc aux deux complexes, mais vous avez présenté uniquement un seul spectre pour le cuivre.
J'aurais aimé voir à côté celui du zinc pour voir, parce qu'il y a eu un déplacement au niveau des longueurs d'onde 270, 280. Cette région-là a changé donc de longueur d'onde. Donc la discussion, on se perd parce qu'il y a un seul spectre et l'autre n'apparaît pas. De la même manière, donc, pour la RMN, aime beaucoup plus la RMN. C'est vrai. Donc, ce sont des solides. Ou qui m'a dit, M. Qadri, la RMN, quand il s'agit de solides, quand il s'agit de complexes, de métaux, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de tirer des spectres de RMN. C'est l'une des difficultés de ce travail pour se procurer. J'aurais aimé voir le spectre carrément, parce que dans la discussion, on se perd aussi. Parce que l'ultraviolet ou l'infrarouge qui marque le chauffeur, حطيتيهم les spectres. بس حتى la RMN, il y a une discussion, بس le spectre n'apparaît pas. On se perd. مثلا أنا الحمد لله donc راك تعرف في domaine de compétence تاعي je vais pas le souligner donc في la RMN مثلا l'oxygène ou l'azote électronégatif, le déplacement chimique. Qui est le plus électronégatif? L'oxygène ou l'azote? En termes de déplacement chimique, شكون اللي يخرج الأول؟ يخرج l'azote الأول. ومن بعد الأكسجين. وهنا في الديسكسيون شفت اللي فيها إن أروفوار الحكاية هذه. يخرج l'azote الأول ومن بعد الأكسجين. في الرمل du proton وفي الرمل du carbone 13. C'est des interactions entre des protons ou un carbone avec des éléments électronégatifs. Donc, هذه ماذا بك الله يعيشك في la page 74. شوف إذا عندك le spectre ce serait très intéressant de le mettre. إذا ما كانش أو ما كانش ما كان حطيتوش. لا حطيته في ديابو. إيه وإنفرسات أنا قلت لك ما بين الأزوت والأكسجين كاين فيها خسرها شوية الوقت. شوفي معاه مليح كي قاعد نقول لك شوفي معاه مليح انا على بالي واش قاعد نقول. كاينه حاجه اخرى ثاني في لاباج 77. Vous avez donc, comme vous avez fait plusieurs méthodes de modélisation, par exemple la valeur expérimentale, ومن بعد عندك 4 méthodes différentes et il y a donc une certaine corrélation, une concordance des valeurs expérimentales et des valeurs donc calculées. Je rejoins donc l'avis de M. Siridi, delta, la différence entre la valeur expérimentale ou la valeur calculée كانت تبان أكثر. Donc peut-être une petite colonne ولا تحت منها ولا حاجة كيما donc le tableau هذا يولي mieux lisible. بصح وين أنا شفت كاينة ديفيرونس ما كانش كونكوردونس شفتها في 2 endroits. شفتها في entre le phosphore P1 O3 P1 O5 شوفي مليح la valeur expérimentale 1,56 la valeur expérimentale تحت منها 1,57 شفتي P1 O5 ou P1 O4 شوفي la valeur expérimentale 1,56 1,57 ou la valeur théorique 1,70 1,71 ça veut dire ما كاينش concordance كبيره في la valeur هذه بالذات pour les هذا شتيها à la distance au milieu du tableau. En bas du tableau, la même chose. شوفي مليح en bas du tableau la distance N1 H1 N 0,86 N2 H2 N 0,86 شتيها بصح la valeur théorique كلها أكثر من 1 هاي 1,02 1,01 1,02 1,01 شتيها donc la différence est كبيرة هنا peut-être qu'il faut creuser aussi davantage. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que كبيرة la différence. تفضل monsieur القادر. تفضل. هذه أنا كيف c'est une autre question. Par exemple, on a 4 méthodes. La question, comment peut-on mesurer ou la comparer les performances? D'accord. La réponse, elle est statistique.
يا اما نديروها باغ اكزومبل habituellement بالار ولا ار او كاري كوفيسيون دو كوريلاسيون. بس دو بوينت في ستاتيستيك حسب واش يقولوا non, le R au carré ne peut pas se comparer des méthodes. D'accord? Donc là, on a utilisé un autre critère de comparaison des méthodes qui est utilisé dans le domaine de la modélisation. Parce que ce qui comparé, c'est le RMS. Le RMS ou le critère de performance. Là, on a fait un traitement statistique. Bien sûr que, pour nous dire, on a par exemple les déplacements. Tout les choix est visuel, surtout que Angstrom. Avec l'article, on a dit une critique ou presque pas les petites valeurs. قلت لكم ما كاينش بزاف ما بيناتهم لا ديفيرون وهي لي بتيت فالور تاع لي لونغور دو ليزون elle veut dire beaucoup de choses parce que ما بين لا سامبل ولا دوبل ليزون ما كاينش بزاف اوكي لا ميم شوز كو اسكو تيري واحد ولا زوز باسكو في اللوجيسيال لو واحد ما يشوفش ما عندوش دوبل موشو كاتيجوريك موشو بينار ça veut dire قادر يحط في بوينتيي وهي باسكو لا فالور يقل من 1.5 دونك يعني زوج حوايج يا اما ندير les déviations, ce qu'on appelle les déviations. Donc, par exemple, on dit la différence entre l'expérimental et le parce que بعد هاني كملت les déviations فيها بزاف ما نقدرش نكومباري pour chaque méthode. Donc, حنا هنا اللي استعملنا هو هذا اللي ما حبيتش نهضر عليه هو الرماس هو الكريتير دو شوا. هذه هي علاه ما حبيناش نديرو خاطر الديفياسيون سي فري نعاد يكون جات كاين سول فالور بس حدثنا تريتمون ستاتيستيك اللي لا فورمول ها هي هذه ما حبيناش نحطوا لي ديفياسيون. Donc, avant de clore donc, les discussions, il y a aussi dans la conclusion. Parce que je trouve qu'il fait résumé ou la conclusion générale, ça ne pardonne pas. هما اللي بان avant نقول لك اي اكزاميناتور اول ما يبدا يقرا هذه سي كوم سا سي لو ريزومي لانتروداكسيون لا كونكلوزيون ومن بعد يدخل حسب لا فيزيون تاعو الموديول تاعو ايتترا دونك il va fouiner à l'intérieur il va fouiner je vous assure بصح لا فيديو يتبان في لا كونكلوزيون والله ما فهمتش كيما هنا دون سو ترافاي ولات عندها دو زد او شويه صعيبه ما فاتت كذاك وكونفيرم ثاني كيف ولات او ان تي تعرفي لو فيرب كونفيرمي او سينغولي ولات عندها او ان تي ثاني شويه غريبه ما عرفت كيفاه فات تولي لها برك هذه الله يعيشك برك انا على بالي تعرفيها انا متاكد لي باللي تعرفيها بس فاتت دونك سي ا كوريجي وخلاص. Bon, dans l'ensemble, donc, je ne vais pas vous torturer. Nous avons commencé exactement à 10h13 et il est 12h12. Ça veut dire presque 2 heures. Je pense que nous avons respecté le temps d'une manière auto-professionnelle. Alhamdoulilah. Donc le jury se retire pour délibérer. نتمنى لك كل التوفيق.